Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 17e épisode de ce podcast où je vais vous parler d'exoplanètes, de duo musical depuis l'espace, de forages martiens et de l'astéroïde 2012 DA14. Commençons par le tweet de la semaine qui nous vient de Le Bric-à-Brac et qui met le doigt sur une histoire très mignonne concernant Pluton. Cette personne nous explique que son petit frère s'est mis à se passionner pour l'espace et que donc leur maman lui a offert un sous-marin avec toutes les planètes dessus. Mais en voyant que Pluton n'apparaissait pas parce que le sous-marin était trop récent, il allait le mentionner quand soudain il s'est rendu compte d'un truc. Pluton était bel et bien présent, l'artiste s'est souvenu de Pluton et l'artiste a dessiné Pluton en train de pleurer. Je trouve ça trop mignon. Mais visiblement, Pluton n'a pas l'air d'accord et l'a fait savoir sur son compte Twitter officiel. Uranus s'en est mêlé, la Terre a été susceptible et le Soleil a fini par se fâcher. Je vous laisse découvrir leurs échanges musclés. Ça se chamaille pas mal dans le système solaire, alors imaginez si en plus il y en avait d'autres. Et comme vous le savez sans doute depuis qu'on découvre moult exoplanètes régulièrement, il y en a d'autres. C'est l'info de la semaine et il s'avère en fait qu'il existe beaucoup plus d'exoplanètes plus proches de nous et plus favorables à la vie qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Ce sont les astronomes du Centre d'astrophysique d'Harvard qui ont annoncé cette bonne nouvelle mercredi dernier en expliquant que 6% des étoiles de type naine rouge ont des planètes de la même taille et de la même température que la Terre et qu'elles sont donc potentiellement habitables. Alors 6% des naines rouges, ça paraît pas beaucoup, mais en fait si, puisque ce sont les étoiles les plus courantes dans notre galaxie. On ne peut pas les voir à l'œil nu, puisqu'elles sont 3 fois plus petites et 1000 fois moins brillantes que notre Soleil, qui est une naine jaune lui. Mais comme elles peuvent vivre vachement plus longtemps, genre des centaines de milliards d'années contre 8 petits milliards d'années environ pour notre étoile, elles sont donc en général vachement plus vieilles et elles pourraient abriter de la vie depuis un sacré bon bout de temps. Et une planète sœur de la Terre pourrait se trouver à seulement 13 années-lumière de nous. Voilà, c'est pas formidable ça? Elle est pas belle la vie? J'en sais rien, mais... Enfin si, je sais, la vie est belle. Mais moi, je suis sûre que sur l'une d'entre elles, là tout près, il y a des dinosaures en train de manger des fruits trop bons sur des arbres avec des couleurs trop cheloues. Mais en attendant d'en faire des confitures, des fruits, pas des dinosaures évidemment, rendons hommage à ce fidèle télescope spatial Kepler, grâce à qui nous ne saurons rien de tout ça. Et en parlant de télescope spatial, d'ailleurs, passons à l'image de la semaine qui montre bien la taille que peut avoir un satellite. Moi, en fait, je voyais ça comme une grosse boîte de la taille d'une table, bourrée d'électronique. Mais en fait, c'est quand même vachement plus gros qu'une table, même une table de réunion dans une grosse entreprise. La première fois que j'ai pris conscience de la taille de ces engins, c'était il y a quelques semaines quand j'ai vu le film sur Hubble à la Géode, où on le voit régulièrement avec des êtres humains à côté pour avoir une idée de l'échelle. Et puis ça m'était un peu passé et j'ai continué à imaginer les télescopes spatiaux beaucoup plus petits qu'ils ne le sont en réalité. Mais je crois que maintenant, avec cette image-là, mon cerveau a compris qu'il allait falloir actualiser les dimensions. Donc le gros engin qu'on voit là est le LDCM, le 8e satellite du programme Landsat de la NASA, qui observe la Terre à des fins civiles, notamment dans la surveillance et l'étude des changements climatiques, de l'utilisation des sols, de la gestion de l'habitat, enfin bref, des choses qu'il est important de voir et de mesurer pour qu'on continue à vivre correctement à plus de 7 milliards d'humains sur notre petite planète qu'on torture. Mais il n'y a pas que les machines qui peuvent observer la Terre en orbite tout là-haut. Il y a aussi des hommes et des femmes depuis l'ISS et c'est la personnalité de la semaine. Je vous en ai déjà parlé puisqu'il est une de mes sources régulières d'informations et de photos et que je m'émerveille toujours autant de pouvoir recevoir et envoyer des tweets dans l'espace. L'astronome canadien Chris Hadfield est actuellement commandant de la Station spatiale internationale qu'il a rejoint en décembre et où il restera jusqu'en juin 2013. Et non seulement il est hyperactif sur Twitter pour notre plus grand bonheur, mais en plus, il a réalisé une première mondiale en ayant écrit, joué et enregistré une chanson depuis l'espace en duo avec un chanteur, des instruments et des chœurs au sol. Après mixage, la vidéo a été mise en ligne le 8 février dernier. Alors, la chanson, elle est sympa, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Cela dit, voir cet homme avec sa guitare chanter dans l'ISS avec la Terre en arrière-plan qu'il regarde de temps en temps, je vous préviens, je pleure comme un veau à chaque fois. Elle s'appelle ISS, Is Somebody Singing, et en voici un extrait. On solid fuel wires, turn the key and light the fire. We're leaving Earth to
will soon be out of sight and orbiting in space. Push back in my seat, look out my window, there goes home. That ball of shiny blue houses everybody anybody ever knew. So sing your song, I'm listening. Out where stars are listening, I can hear your voices bouncing off the moon. If you could see our nation from the International Space Station, you know why I want to get back soon. 18,000 miles an hour, fueled by science and solar power. The ocean's racing. La date de la semaine est une date de la semaine prochaine puisque ce vendredi 15 février, un astéroïde viendra faire gousi-gousi à notre planète. Alors rassurez-vous, pas de gros câlins, 2012 DA14 se tiendra poliment à une distance respectable et correcte puisqu'il passera à 27 700 km de la Terre. Alors c'est peu, cela dit c'est très peu, puisque c'est légèrement moins que le 10e de la distance Terre-Lune et que jamais un astéroïde aussi gros ne nous aura frôlé d'aussi près depuis que les astronomes les surveillent, c'est-à-dire depuis les années 90. Il mesure 45 mètres de diamètre pour une masse de 135 000 tonnes, sa vitesse est de 28 000 km/h quand même, mais même s'il s'écrasait, il ferait juste autant de dégâts que celui qui est tombé en Sibérie en 1908 et qui avait seulement, entre guillemets, décimé des kilomètres carrés de forêt. Et c'est ce genre d'astéroïde aussi qui a créé le célèbre cratère, enfin ce célèbre cratère en Arizona. Mais même si cette animation fait un peu peur, il n'y a absolument aucun risque que le ciel nous tombe sur la tête. 2012 DA14 fera son entrée dans le système Terre-Lune vendredi à 4h du mat, heure de Paris. Il passera au plus près de la Terre à 20h24 et il sortira le lendemain, samedi 16 février à 13h. Il sera visible de l'Europe de l'Ouest, notamment, si le ciel n'est pas couvert évidemment, avec une paire de jumelles, mais ce sera chaud de le suivre parce qu'il va très très vite. Sinon, on pourra regarder sa progression sur slooh.com et ça, c'est super chouette. À défaut d'avoir un autre trou sur notre planète, Curiosity en a creusé un dans Mars. C'est l'événement de la semaine et c'est la NASA qui a annoncé fièrement cette première le 9 février dernier dans l'exploration spatiale. On a foré Mars. Bon, alors c'est pas non plus une carotte de 3 km, puisque le trou ne fait que 6,4 cm de profondeur pour 1,6 cm de diamètre, mais quand même. Voici une vue de la zone de forage avant de percer le trou, là une animation du bras au bout duquel se trouve la foreuse, et donc le résultat qui nous confirme ce qu'on avait découvert il y a quelques semaines quand Curiosity avait gratouillé le sol, à savoir que Mars n'est rouge qu'en surface et qu'en fait en dessous elle est plutôt grise. En tout cas c'est un pas de plus, elle va analyser tout ça et on attend ses résultats. Et pour patienter, je vous conseille d'aller mettre en favori le blog BD Tu mourras moins bête qui a reçu le prix du public Cultura au Festival d'Angoulême la semaine dernière. C'est un blog que je suis régulièrement depuis plusieurs mois et il me fait beaucoup rire. Je vous conseille notamment le post sur le boson de Higgs expliqué à David Pujadas en passant par le Seigneur des Anneaux. Et pour finir, restons sur internet avec le bidule connecté de la semaine qui cartographie les tweets sur la rumeur de la découverte du boson de Higgs d'abord et ensuite les commentaires sur sa découverte à partir du 4 juillet dernier. Et le détail qui tue et moi qui me fait rêver, ce sont les tweets envoyés depuis le pôle sud où se trouvent des bases scientifiques. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur iTunes, à voter pour moi pour m'envoyer dans l'espace, et n'oubliez surtout pas le 20h tous les dimanches à 20h sur France 5, vous pourrez m'y apercevoir. À la semaine prochaine!